Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Les vocaux du cinéma. Salut Aurélien, j'ai vu du coup Lost Highway hier soir, ici à Marseille où j'ai déménagé. Et ce matin du coup c'est assez étrange parce que il m'en reste surtout des bribes après le visionnage, après la nuit. Et la première chose qui me vient à l'idée, à l'esprit, c'est que finalement ce personnage, en tout cas cet homme qu'on apprend à connaître au début, il semble perdu dans son appart, un peu comme moi là actuellement, puisque je déménage à Marseille. Et c'est vraiment une sensation étrange d'être quelque part dans des espaces vides, d'avoir l'impression que ça devrait être chez soi, mais on ne sait pas vraiment si c'est encore chez soi ou si c'est plus chez soi. Donc voilà, c'est pour dire qu'à 6 heures du mat, ça fait un peu David Lynch, le, le déménagement. Après, je me disais aussi qu'on s'attaque à un gros morceau quand même, pour commencer. Dans le sens où, même si David Lynch est mort, le soir, on s'est dit que pour garder de quoi échanger sur le cinéma, on pouvait faire ses vocaux. Je me rappelle avoir vu quand même beaucoup David Lynch dire en entretien qu'il ne voulait pas expliquer ses films, qu'il ne voulait pas raconter ce que ça pourrait vouloir dire, etc. Et du coup, c'est pas facile de commencer par un film de David Lynch en sachant cela, parce que du coup, c'est un petit peu sacrilège. Salut Thomas. Écoute, je vais essayer de répondre à ton vocal en allant au boulot, ce qui n'est pas facile. Je vais essayer d'être concis. Ça risque d'être un peu brouillon, mais bon, on va essayer. Écoute, effectivement, commencer sur Lost Highway, c'est assez ardu. Mais en même temps, je trouve que si on arrive à dire des choses intéressantes sur ce film, le reste nous paraîtra hyper simple. Donc c'est pas plus mal d'essayer de commencer avec ça. D'autant plus que moi j'ai bien aimé ton approche. C'est sûr que tout a déjà été dit sur Lost Highway et sur les films de Lynch en général. Donc on va rien réinventer, surtout sur un format comme celui-là. Donc c'est beaucoup plus intéressant de prendre un angle personnel comme tu l'as fait. Moi déjà sur ce que tu as dit, ça me donne plein d'idées pour réagir. Notamment sur l'angle personnel. Perso, je ne l'ai pas revu hier soir. La dernière fois que j'ai vu Lost Highway, c'était quand j'étais fin de l'adolescence, donc il y a un peu plus de 15 ans. Tu disais qu'à la sortie du film, il te restait quelques bribes. Je crois que ce qui me reste, c'est également des bribes un peu vaporeuses. Moi, ce qui me reste, c'est l'intro mythique sur le morceau de Bowie, déjà. Et puis ensuite, les déambulations de Bill Pullman dans sa maison, là, quand tu m'en as parlé, ça m'a fait ressurgir quelques souvenirs et quelques images en flash. Après, effectivement, je pense que la scène la plus mythique, c'est celle avec l'homme mystère qui apparaît, je crois, 2-3 fois dans le film, peut-être plus, mais bon. En tout cas, moi, je garde en mémoire sa première intervention dans le récit, quand on le voit arriver dans la soirée, qui vient tendre le téléphone à Bill Pullman en lui disant « Je suis chez vous en ce moment même ». En fait, si je parle de cette scène, je pense que tu l'auras anticipé, c'est avant tout pour le frisson, la sensation d'effroi qu'elle provoque. Quand on s'est parlé de Lynch, moi, le film qui me reste et qui m'a marqué en profondeur, c'était Mulholland Drive, et notamment pour la scène du diner avec l'apparition au coin de la rue, en voyant les différentes réactions à la mort de Lynch. J'ai vu que cette scène, elle avait vraiment marqué énormément de gens et qu'elle ressortait régulièrement. Moi, j'avais pas réalisé que cette scène, elle avait autant marqué de manière collective pratiquement tout le monde. Moi, je pensais vraiment que c'était
de manière un peu crédule que c'était moi et mon rapport à la scène. Et du coup, de me rendre compte que elle avait traumatisé tout le monde de manière unanime. Je trouve que ça, c'est un point intéressant peut-être à creuser, de se demander qu'est-ce qui fait qu'une scène peut autant marquer les gens. Qu'est-ce qui fait que Lynch arrive à composer, à créer des scènes qui vont représenter un espèce de cauchemar collectif. Bon voilà, comme je t'ai dit, c'est un petit peu brouillon. Et puis j'ai pas du tout respecté notre règle là. Je t'ai fait un enchaînement de vocaux, c'est pas hyper cool. J'essaye de remettre mes idées en place, d'essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'à travers une scène. Et donc du coup, je pensais à cette scène de Mulholland Drive, mais moi, elle fait aussi écho du coup à cette scène de Lost Highway avec l'homme mystère. Pour moi, cette scène, elle est effrayante. Et j'essaie de me poser la question, pourquoi elle m'effraie autant? Qu'est-ce qui fait qu'elle m'effraie autant? Est-ce que c'est quelque chose dans le récit? Est-ce que c'est sa manière d'utiliser les outils du cinéma qui fait que ça va créer une atmosphère particulière? Voilà, moi, c'est ça qui m'intéresse. Et j'aurais aussi aimé t'entendre là-dessus. Parce que Lynch, c'est avant tout un expérimentateur. Il utilise le médium cinéma et de manière jusqu'au boutiste, que ce soit à travers la musique, le montage. Il va utiliser différents régimes d'images. Alors, je me souviens plus si c'est le cas dans Lost Highway, mais je me souviens qu'Inland Empire, je crois, avait été en partie ou totalement tourné en numérique. Et donc, il s'amusait à changer les régimes d'images pour brouiller un petit peu les pistes et pour suggérer l'entrée dans des mondes intérieurs, etc., etc. Donc je me souviens plus si c'est le cas dans Lost Highway, mais il me semble qu'il y a aussi des images tournées avec une autre caméra, il joue avec le grain, etc. Et moi j'aurais été curieux de t'entendre sur cette utilisation des différents outils du langage cinéma pour créer des ambiances complètement anxiogènes. Et qu'est-ce que ça vient gratter chez toi, ce côté expérimentateur fou? Bon, je me rends compte que c'est complètement brouillon ce que je viens de sortir. Et je suis désolé pour, pour, pour ce que ça va engendrer dans ta lecture et dans ta réponse. Voilà. Peut-être je vais remettre un petit peu tout ça en place là en allant au boulot. Et voilà, et on voit ça plus tard. Allez, à toutes, ciao. Je te rassure, tu pars pas du tout dans tous les sens, tu ouvres juste plusieurs pistes. Sur quoi je voulais rebondir, c'est ce sur quoi tu me lances à la fin, donc comment moi je vois son côté expérimentateur. Bah, écoute, il y a des choses qui ont vieilli quand même, faut se l'avouer. Par exemple, à un moment donné, il a un échange intime, on va dire, avec sa copine, le personnage principal au début, et il y a la tête de, on va dire, cet inconnu qui se superpose comme une sorte de masque à une silhouette féminine. Et ça, ce trucage, ben, il a très 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 mal vieilli, par exemple. Mais je trouve que l'idée était assez cool quand même. J'ai pas de souvenir de mélange de format entre de la pellicule ou du numérique. Peut-être j'ai pas assez bien regardé. En tout cas, le grain me semblait pas si différent d'une scène à une autre. Là où j'ai l'impression qu'il a voulu expérimenter, c'était plutôt peut-être dans une narration assez simple, enfin simple pour Lynch, au sens où il y a des archétypes un peu, et puis il s'amuse à les métamorphoser ou à les échanger. Il y a un truc qui revient beaucoup, c'est cette question de la double identité ou de la duplicité, je sais pas comment le dire. Donc t'en parlais avec cette scène effectivement de l'homme inquiétant sans nom qui dit je suis chez vous alors qu'il se tient devant le personnage principal. Mais il y a aussi cette histoire, je sais pas si tu t'en souviens, mais de personnages féminins qui à un moment donné se dédoublent. On dirait que la blonde de la fin est un peu la brune du début. Et puis évidemment le personnage principal qui une fois qu'il se fait arrêter, donc spoiler, mais plutôt que d'aller à l'exécution, il se dédouble et en fait on suit une sorte de version alternative, plus jeune de ce personnage masculin qu'on croyait être le personnage principal. Et j'ai l'impression que ce canevas assez simple, parce que
En gros, on a des points d'accroche pour se dire, ok, ça c'est le personnage principal, ça c'est le personnage féminin, ça c'est l'antagoniste. Ça lui permet ensuite d'être vraiment sur des moments entre la gêne et l'effroi. Je pense que ce qui rend le côté effrayant des scènes que tu décrivais, c'est de faire comme si c'était normal, quelque chose qui est absolument pas logique, comme la présence en même temps de cette figure effrayante et de cette idée qui serait chez le personnage principal et à pouvoir répondre au téléphone. Il y a des images qui restent évidemment, comme du coup la voiture à fond sur l'autoroute qui ouvre et ferme le film, qui donne une espèce de circularité avec peut-être le sous-entendu que même si le personnage est dédoublé, qu'on a cru que c'était un autre personnage, il a l'air d'avoir des souvenirs qui ne lui appartiennent pas, c'est peut-être au final peut-être la même personne. Moi je me suis dit longtemps pendant le film, après ce dédoublement, que c'était quelqu'un qui, dans ses derniers instants, avant de mourir, hallucinait un peu sa jeunesse, avec ses regrets, avec ses craintes, etc. Ce qui expliquerait comme ça cette structure bouclée où on a l'évocation en première ligne de dialogue de tel personnage est mort. Finalement, on voit le personnage bien vivant plus tard dans le film. Puis après, le personnage principal qui vient dire la phrase à l'interphone de chez lui. Donc ouais, je trouve qu'il y a comme ça des images qui restent grâce à finalement un thème assez simple. Donc ce qui a mieux vieilli par rapport à ce que je te racontais tout à l'heure, c'est tous les trucages plus physiques, plus matériels. Comme à un moment donné, il y a une maison qui est détruite en feu et elle se reconstruit à l'envers. C'est juste, il a passé la bobine en marche arrière. Mais ça crée un effet de sidération. Je pense que c'est une espèce de réalisme pictural, paradoxalement, de David Lynch, qui nous rend étranges et effrayants les choses anormales. Tout d'un coup, on ne voit plus que ça. J'ai un peu cette idée que c'est la vallée de l'étrange. C'est-à-dire que ça ressemble à la vraie vie, mais pas tout à fait. Et c'est cette différence-là qui fait qu'on n'est vraiment pas à l'aise du tout. Le mélange des genres aussi nous rend complètement déstabilisés parce que ça commence comme un film, une sorte de thriller avec des codes du film noir. Le personnage principal est un saxophoniste, il sort avec une pin-up. Et finalement, ça va dans des directions qui sont pas du tout cohérentes avec le genre. Et je pense que ça nous rend très mal à l'aise, qu'on est en train de se dire à chaque instant, je croyais pouvoir prédire ce qui va arriver, et finalement je ne peux pas prédire ce qui va arriver. Donc ça peut être quelque chose d'horrible qui va surgir d'un coup. Cette imprévisibilité, on la retrouve aussi dans les personnages. Je trouve que le personnage principal, il a l'air de pas savoir ce qu'il veut faire. Et ensuite, on nous présente les conséquences de ses actes comme quelque chose qui était imprévisible. Mais aussi les antagonistes, finalement. Il y a un peu deux méchants principaux, une sorte de mafieux, et puis cette espèce d'incarnation du diable, d'homme sans nom. Ces deux opposants, ces deux figures du mal, elles sont terrifiantes parce que justement on est incapable de prédire quelles sont leurs valeurs, quels sont leurs objectifs, quels sont leurs buts dans la vie. Donc, alors que même dans les films où il y aurait le pire des méchants comme le Joker et tout ça, justement on a l'impression qu'on comprend un peu ses motivations, parce que là on n'a pas du tout. Une autre piste auquel t'es pas obligé de répondre, mais je serais curieux de savoir à quel point son activité de peintre l'a influencé ou l'a progressivement influencé, dans le sens où j'ai essayé de voir parfois certains plans comme des aplats en mode peut-être que là ce qui l'intéresse c'est les lignes, c'est les couleurs, c'est les volumes, c'est pas forcément tant la symbolique que nous on voudrait y calquer. Et par cette piste-là, j'essaie de refaire le lien avec l'expérimentation, parce que le film, à part des expérimentations plutôt narratives, n'a pas tant d'expérimentations formelles. On va dire qu'il a des gimmicks pour certains qui marchent plus, pour certains qui marchent très bien encore, comme le moment où le personnage principal semble se dédoubler. Mais peut-être que si on regarde du côté de l'expérience globale du spectateur, là, il y a une forme d'expérimentation. Ou alors, autre angle, si on regarde du côté de la peinture, de vraiment la géométrie, la composition, peut-être que là, il y a aussi une autre recherche tout en restant à la fois hyper réaliste, de créer une sorte de gêne par les couleurs, les contrastes, les formes et leur place dans le cadre. Salut Mister C, je vais essayer de répondre à tes questions en commençant par l'expérimentation. Bah écoute, contrairement
À toi, moi, je trouve que il y en a énormément dans Lost Highway, notamment d'expérimentation formelle. Moi, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup d'idées qui passaient par des procédés, que ce soit à l'image ou au son, à commencer par le montage. Moi, je trouve que ça se joue d'abord dans la manière dont il a d'alterner les scènes de rêve et les scènes de réalité, entre guillemets, puisque tout est tout le temps brouillé. Donc, je sais pas si on peut réellement parler de réalité. D'ailleurs, je pense que c'est son but, c'est qu'on ne puisse plus distinguer les deux. Ça s'exprime dans dans sa volonté de continuellement déstructurer le récit. Moi, ça m'a fait penser un petit peu à ce que faisait Tarkovsky dans Le Miroir. La manière d'enchaîner les scènes de rêve et de réalité sans jamais marquer la frontière. C'est-à-dire que tu sais pas à quel moment le rêve commence, le rêve s'arrête. Et ça se joue vraiment dans le montage. Pour moi, c'est le premier élément formel qu'il utilise de manière un peu expérimentale, ou en tout cas non conventionnelle. Ensuite, la deuxième chose qui m'a marqué, c'est les mouvements de caméra. Alors, surtout dans la première partie, il y a beaucoup de mouvements de caméra qu'on pourrait qualifier de subjectifs. Enfin, c'est pas vraiment le mot, mais disons que ce sont des mouvements de caméra qui suggèrent une présence fantomatique. C'est pratiquement les mêmes mouvements qu'on retrouve dans les vidéocassettes. Il y a une manière de se déplacer là aussi assez fluide et en même temps pas travaillée avec, voilà, on dirait vraiment des mouvements à l'épaule, des suivis comme ça qui suggèrent vraiment une caméra qui est vivante. Cette caméra qui se déplace comme ça à l'intérieur de la maison, je les ai vraiment, ils m'ont vraiment marqué dans la première partie. Parce qu'il y a, moi, je trouvais qu'il y avait vraiment une différence formelle entre la première partie avec Bill Pullman et la seconde où il est devenu Pete. Cette seconde partie, elle est bien plus classique en fin de compte dans la mise en scène. On- Dès le début, il y a une espèce de retour à la réalité où on a l'impression euh, qu'on est dans un récit beaucoup plus conventionnel pour le coup, avant de finalement repartir dans la dernière partie du film. Mais voilà, il y a vraiment une scission entre ces deux parties et la première partie qui est beaucoup plus marquée par une sensation d'onirisme ou de bizarrerie qui plane, tandis que dans la deuxième partie, on est plus dans des extérieurs, on suit une intrigue qui paraît beaucoup plus resserrée. Ce que j'ai noté aussi, c'est l'utilisation du son. Dans la première partie, on est pratiquement tout le temps plongé dans un silence feutré. Il y a pas beaucoup de sons intradigétiques, on n'a pas de bruitage, on a, on a juste les dialogues qui sont dans cette première partie aussi étrangement mis en scène. On a une espèce de calme angoissant. Les personnages se répondent avec un temps très lent. Les plans s'allongent. C'est ce qui crée vraiment ce sentiment d'angoisse. D'ailleurs, c'est cette manière de mettre en scène les dialogues. Ça m'a fait penser, je sais pas pourquoi je l'avais pas vu avant, mais ça m'a fait penser vraiment à Refn. J'ai l'impression que Refn, il s'est inspiré vraiment de cette mise en scène-là, tu vois, de cette manière de rallonger les plans, de faire résonner un dialogue de manière très lente, puis de prendre le temps avant que le personnage lui réponde. Et ça participe vraiment à la mise en place de cette sensation de malaise. Avec ce silence, il y a toujours dans le fond un espèce de grondement continu, un son un peu sourd qui vibre et qui s'intensifie par moments pour faire monter l'angoisse. Et ça aussi,
Il s'en sert pour créer le décalage et le malaise, notamment dans la première scène de sexe là dont tu me parlais. Cette scène, elle est vraiment très très angoissante grâce à l'utilisation du son. Bon, il y a aussi les chants contre chants entre Bill Pullman et Patricia Arquette, où on a un Bill Pullman qui est au-dessus, dominateur. Enfin, cette scène, elle est vraiment, elle est assez difficile, quoi, notamment par le son. Après, il y a encore plein de procédés que j'ai notés, hein. Il y a l'utilisation de la lumière aussi. Plusieurs fois, il va faire des jeux avec de la lumière qui vient surexposer des sujets, notamment dans les scènes de transmutation. Moi, c'est comme ça que je les ai appelées. Les scènes où Bill Pullman se métamorphose en Pete et Pete se remétamorphose en Bill Pullman. Il y a vraiment ces jeux avec les lumières, des plans totalement où il va jouer avec le flou, de l'optique, accompagné de jump cuts. Tout ça, pour moi, c'est vraiment des outils un peu expérimentaux qui viennent appuyer le propos. D'ailleurs, si je me souviens bien, dans la dernière scène de Métamorphose, lorsque Bill Pullman est dans la voiture là, qui fonce vers Lost Highway, je crois qu'il y a une dernière transmutation ou une dernière crise, voilà, où on voit son visage se déformer dans un enchaînement de cuts et de vibrations, comme si l'image vibrait, saccadée, avec une alternance de cuts. Cette image m'a fait penser aux peintures de Francis Bacon. Je pense qu'on a souvent cité le peintre Bacon comme référence visuelle, enfin référence picturale pour Lynch. Et là, pour moi, j'ai l'impression que c'est frappant. On a souvent utilisé ces peintures de Bacon comme illustration à la psychanalyse. Et je vois dans cette référence aussi une clé de lecture, entre guillemets, puisque bon, voilà, c'est un peu de l'analyse rapide, mais il y a cette idée du film comme d'une plongée dans cette psyché qui sombre. Après, pour revenir sur le trucage qui a mal vieilli, bon, c'est pas pour faire ma groupie, mais peut-être un petit peu. Je me demande dans quelle mesure il n'était pas déjà un peu has-been et mal fait à l'époque. Voilà. Bon, après, tu vas me dire que là, je surinterprète pour défendre Lynch sur tous les tableaux, mais pourquoi pas? Mais je me dis, voilà, est-ce qu'il n'y a pas une volonté là aussi de faire un truc un petit peu malaisant et puis de rester dans ce côté de la vallée de l'étrange, quoi. Personnellement, c'est vrai que j'en avais un certain souvenir de ce passage-là, et en le revoyant, en l'anticipant, en me disant prépare-toi à voir un truc un peu dégueulasse, bah, au final je me dis non mais ça va, en fait non c'est très bien. Autre point dans le côté expérimentateur fou, le rapport au méta, la manière dont il va intégrer, on parlait des vidéocassettes, donc par l'image, mais aussi par le son. La scène de l'homme mystère qui débarque et qui du coup passe le téléphone à Bill Pullman en lui disant je suis chez vous en ce moment même, qui lui dit posez-moi la question. Là à ce moment le dédoublement et donc le trouble passe par le son. C'est l'utilisation du son que passe l'angoisse, le malaise, mais aussi le décalage un peu fantastique. Donc c'est l'utilisation méta de ces procédés qui viennent brouiller la réalité et ouvrir des portes vers une espèce de monde onirique. Je vais essayer de préciser mon propos parce que là c'était pas très clair, mais c'est par le recours au son retravaillé, donc le son qui vient du combiné de téléphone. Donc pour moi c'est en ça qu'il est méta. C'est par ce son qui vient du combiné de téléphone que surgit le dédoublement, et donc l'arrivée du fantastique, ou en tout cas du malaise, de l'onirisme, voilà. Et c'est la même chose
avec les images de vidéocassettes ou plus tard après les images pornographiques. C'est c'est ce recours un petit peu aux images et aux sons méta que provient l'étrangeté du film. Je pense qu'à travers ces procédés-là, qui travaillent de manière expérimentale, ils questionnent à la fois notre rapport aux images et notre rapport au réel. D'ailleurs, pour moi, il y a un petit peu de ça dans la mythique scène d'intro avec le morceau de Bowie, donc la séquence d'introduction, mais aussi de fin, qui compose une boucle. Bon, c'est peut-être un peu de la surinterprétation tirée par les cheveux, ou, je sais pas, ou de la branlette, ou je sais pas quoi, mais avec ce défilement de la route et des bandes, des pointillés, il y a le rappel un petit peu au défilement de la pellicule avec les perforations. Tu vois, on a un peu cette idée que le personnage est enfermé dans une sorte de boucle, notamment aussi. Enfin, il n'y a pas que ces scènes d'introduction et de fin qui reviennent, mais il y a aussi le Declarant is dead, qui ouvre et qui ferme le film. Donc pour moi, c'est aussi un clin d'œil au cinéma. D'ailleurs, moi j'ai la sensation que Lynch, il y a toujours ce questionnement autour du médium qui est intégré dans le film. Et donc, tu es bien inspiré, ça fait plaisir. Euh, ben, je sais pas, est-ce que tu as une question sur laquelle tu veux relancer ou un, un débat que tu as envie de poser? Moi, spontanément, ce que tu me dis, ça m'évoque deux choses. L'une pas très développée, mais qui est de cette comparaison avec Tarkovsky, je trouve ça intéressant. Et en même temps, les, les- la durée dans les films de Tarkovsky ne donne jamais ce même effet d'inquiétude, d'étrangeté qu'il y a dans les films de Lynch. Du coup, c'est pas seulement cette durée, c'est cette durée et d'autres éléments, et tu les as rappelés avec le traitement du son notamment, ou des manipulations entre le son et l'image. Et par contre, l'autre remarque, qui me vient à l'esprit quand j'écoute tous tes messages, c'est que tu appelles expérimentation ou expérimental, ce que moi j'appellerais des choix. Et je trouve ça hyper intéressant que finalement David Lynch soit vu comme un réalisateur expérimental parce qu'il fait des choix, parce qu'il prend des décisions, parce qu'il se distingue un peu du b.a.-ba qui consisterait à filmer et avoir du son synchrone et avoir une sorte de grammaire cinématographique classique. Donc finalement, aujourd'hui, on se dit, si c'est pas classique, si c'est pas académique, c'est expérimental. Et c'est vrai en partie, puisque l'expérimentation est forcément liée à la norme, est forcément liée voilà, c'est la marge du centre. Donc forcément, plus le centre est décalé dans une direction, et plus l'expérimentation paraît ouf, à peine on se déplace dans l'autre direction. Donc moi, c'est ce que ça m'évoque quand tu me décris les choix de David Lynch, les choix de mise en scène, de montage de trucage comme des choix expérimentaux, je me dis que ça en dit long quand même sur le cinéma classique qui a finalement essaimé et qui est devenu une norme hyper dominante. Je suis d'accord aussi sur le fait qu'il y ait deux parties très scindées. Moi, je l'avais identifié effectivement sur plus les aspects narratifs avec les changements d'acteurs. Mais tu touches du doigt quelque chose de très intéressant en disant que la réalisation aussi change avec des partis pris qui sont assez différents dans les déplacements de caméra notamment. Et je pense que ça donnerait envie de revoir le film à l'aune de ces deux parties, ou peut-être d'en apprendre un peu plus. Je ne sais pas si on a le droit de faire des recherches dans ce format, mais d'en apprendre un peu plus sur le tournage. Peut-être aussi que ça, c'est une sorte d'archive de la façon dont le film a été tourné. C'est deux parties bien distinctes. Enfin voilà, je serais curieux d'avoir plus d'informations si tu t'en sens. Donc pour en revenir à cette idée de l'expérimental comme quelque chose qui serait en lien avec l'académisme ou voilà, le cinéma classique, je trouve aussi que dans la réalisation, il a par plein d'aspects.
des gimmicks qui sont quand même très empruntés au cinéma classique, quoi, dans sa composition des plans, dans ses choix de direction artistique. Il fait quand même référence à une sorte d'Amérique fantasmée assez souvent. Et c'était pas pour rien aussi qu'il a joué du coup John Ford dans le biopic de Spielberg. C'est qu'il y a une filiation, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu as beaucoup parlé de David Lynch comme cinéaste expérimental. Peut-être on pourrait parler de David Lynch comme continuateur d'une forme de cinéma classique hollywoodien, ou alors une version dégénérée, une sorte de rêve halluciné qui partirait du cinéma classique hollywoodien. Un peu peut-être comme certaines IA aujourd'hui hallucinent à partir d'images réelles. En essayant de combler les vides, finalement, on trouve d'autres formes, d'autres mouvements, d'autres couleurs. Et peut-être que David Lynch, c'est la pareidolie du cinéma hollywoodien. La pareidolie, c'est cette capacité à voir, à reconnaître dans des formes abstraites comme des nuages ou des ombres ou des taches d'encre chez le psy, des objets, des animaux, des êtres, des parties humaines. Voilà. Donc c'est cette capacité à halluciner, à projeter du sens sur ce qui n'en a pas. Et peut-être que David Lynch, c'est la pareidolie du cinéma américain, hollywoodien, classique. Salut Thomas. Écoute, c'est intéressant ce que tu dis là sur l'affiliation Lynch et cinéma classique. Même si pour moi, il n'y a rien qui définit mieux Lynch que l'anticlassicisme. D'ailleurs, dans le film de Spielberg, le rôle de Lynch, il est assez surprenant parce que c'est vrai que John Ford, c'est l'incarnation ultime du cinéma classique américain. Donc de le voir jouer par David Lynch, c'est un espèce de clin d'œil un peu malicieux de la part de Spielberg. Et là, dans cette scène, le John Ford Lynch, il dresse une règle à Spielberg et lui montre comment immédiatement la subvertir. Donc voilà, moi je pense que c'est en ce sens qu'il choisit Lynch, parce qu'à mon sens, s'il y a une filiation avec le cinéma classique, c'est toujours pour mieux le subvertir. D'ailleurs, c'est vrai qu'il est souvent question du cinéma classique dans le cinéma de Lynch. Déjà dès Elephant Man avec le noir et blanc, par exemple. Mais dans Mulholland Drive, il y a également le personnage de Rita qui est une référence à Rita Hayworth. Bon, on pourrait en citer plein d'autres, mais voilà, bien que dans ces références, moi je trouve qu'elles sont davantage picturales que cinématographiques, même si c'est le cas, mais pour moi les compositions, la lumière, etc. Sont davantage issues de la peinture, notamment à travers l'œuvre de David Hopper, qui lui aussi a été une source d'inspiration immense pour tout le cinéma américain. Dans les tableaux de Hopper, il y a aussi souvent ce sentiment d'étrangeté qui s'immisce dans des paysages ultra quotidiens. Après, on peut en citer plein d'autres, hein. Francis Bacon par exemple. Voilà, mais même des artistes surréalistes ou symbolistes. Voilà, moi je pense qu'il y a vraiment il se nourrit vraiment beaucoup de la peinture dans son travail de composition, de la lumière, les cadres, etc., etc. Mais je maintiens que au revisionnage de Lost Highway, il y a une forme de classicisme, peut-être sur le mode amour-haine. Donc, je sais pas si c'est l'anticlassicisme, David Lynch à tout prix. C'est peut-être quelqu'un qui s'est construit contre le classicisme, mais quand t'es contre quelque chose, t'es aussi tout contre, t'es aussi collé, t'es aussi obsédé. Donc, ça le travaille, quoi. Moi, je dirais qu'un cinéaste qui serait absolument pas classique, le vocabulaire m'échappe, eh bien, il ferait tout autre chose. Et c'est plus ça que j'ai l'impression d'avoir en tête quand je repense à Inland Empire, par exemple. Alors que dans Lost Highway, et peut-être encore plus dans Mulholland Drive, même si je l'ai pas revu depuis longtemps, cette question de l'image hollywoodienne, quand même, le travaille beaucoup
alors que il a quand même travaillé, lui, en marge de ce système. Pas totalement exclu, mais un peu à côté quand même, avec des financements européens notamment, ce que j'ai appris à son décès. Mais avec quand même une fascination, je pense, de David Lynch pour Hollywood et de Hollywood pour David Lynch. Et c'est aussi peut-être comme ça qu'on peut voir les hommages et les clins d'œil et les citations et les caméos comme dans du coup le biopic de Spielberg. Je viens de regarder les toiles de peintres de David Lynch sur Internet pour voir un peu dans quel style il peignait. J'avais vu quelques tableaux, mais je voulais un peu me rafraîchir la mémoire. Et je trouve que dans le style, ça se rapproche plus de Inland Empire, son dernier long métrage, que j'ai vu à sa sortie en salle il y a très longtemps. Et je me demande, voilà, s'il y a pas une sorte de point terminal avec Inland Empire qu'il n'y a pas encore dans Lost Highway sur justement cette réflexion picturale. Et je serais curieux de voir l'évolution des toiles de Lynch en fonction de ses films, pour voir si ça suit stylistiquement et dans les thèmes aussi cette double trajectoire artistique. Inland Empire, je l'avais vu à sa sortie au ciné, donc je crois en 2007, quelque chose comme ça. J'étais encore au lycée. Je me souviens pas de grand-chose, mais tout ce dont je me souviens, c'est que ça avait été quand même une grosse claque. Mais bon, je crois que le film, à sa sortie, c'est un peu un four au box-office. Mais j'ai la sensation qu'il était allé au bout de sa démarche expérimentale. Un truc ultra radical, et si je me souviens bien, c'était partiellement, voire totalement tourné en numérique. Donc, toujours dans cette démarche d'interroger le médium. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce qu'il cherche à faire pour nous déstabiliser, c'est questionner nos attentes par rapport au genre, par rapport même à l'espèce de pulsion scopique qu'on peut avoir devant certains films et certains clichés. En tout cas, c'est comme ça que j'ai essayé de comprendre l'espèce d'hypersexualisation des personnages féminins. Parce que franchement, ça me gênait, moi, en 2025, de voir les personnages féminins traités uniquement par l'objectivation de leur corps. Mais quelque chose qui pourrait étayer cette thèse, ça serait que on voit quand même à plusieurs reprises des indices sur, on va dire, un propos un peu méta sur les images filmées. Donc le film commence avec le personnage principal qui reçoit des vidéocassettes de son logement filmé, qui rappelle d'ailleurs Caché de Haneke. Je sais pas s'il y a une influence là de ce côté-là. Et puis ensuite on a donc ce personnage, l'incarnation du diable, qui poursuit le personnage principal avec une caméra numérique d'ailleurs, ce qui rejoint un peu ton propos sur est-ce que ça l'intéresse de faire discuter argentique et numérique. Et à un moment donné, il y a une phrase qui moi m'a interpellé, c'est donc le méchant mafieux là qui dit au personnage principal jeune, tiens, voici un billet pour tes loyers au service. Est-ce que d'ailleurs tu regardes du porno? Et il lui tend une cassette vidéo avec du porno, et le jeune homme est assez mal à l'aise. Mais pour autant, dans le traitement de la relation qu'il a avec la blonde à la fin, on peut se dire qu'il y a comme ça un écart entre tes instincts ou tes envies ou des pulsions que tu as intégrées par la société, et puis l'espèce de façade où tu te mens à toi-même en disant non, c'est pas pour moi cette image-là. Avec ce personnage-là qui est à la fois totalement iconisé, donc cette blonde pulpeuse, et en même temps toujours inaccessible, un peu objet de fantasme, qui disparaît de manière assez mystérieuse. Donc je me dis peut-être que voilà, il essaye de nous, un peu comme bon, ça a beaucoup été dit par exemple sur des œuvres après, un peu comme Brecht, quoi, j'imagine, avait cette idée que rendre conscient le spectateur du spectacle qu'il est en train de voir, ça crée des effets intéressants de politisation et de relation aux images. Après, peut-être c'est une piste un peu fumeuse, je sais pas. En tout cas, ça m'a aidé à passer le fait que les personnages féminins étaient hyper sexualisés, et je me suis dit bon, peut-être il y a un propos derrière ça, peut-être il y a en tout cas une envie de mettre mal à l'aise, encore une fois, une envie de dire tu crois que tu veux ça, et hop, non, en fait, je le remplace au dernier moment. Et c'est vrai qu'il y a quand même pas mal de séquences où le désir, la sexualité se mélangent
avec la gêne ou l'horreur ou le dégoût. Donc je pense que peut-être il y a quelque chose à creuser de ce côté-là. Et toi, qu'est-ce que t'en penses du coup de ce traitement des personnages féminins? Alors peut-être dans ce film et dans d'autres, hein, parce que finalement, cette idée de vamp un peu pulpeuse là que j'ai évoquée, on peut la retrouver aussi dans Mulholland Drive, on peut la retrouver dans Sailor et Lula. Donc c'est peut-être quelque chose aussi avec lequel il a maille à partir. Je suis d'accord et en même temps, moi je pense que c'est un point de vue qui tend à souligner le regard problématique des hommes en fait sur les femmes. Pour moi, la figure double de Patricia Arquette, elle est davantage là pour suggérer une figure fantasmée de la femme en fait. Et à travers cette figure fantasmée, il interroge le regard des hommes sur le féminin, d'où l'hypersexualisation, qui en fait pour moi est une projection du fantasme des hommes, quoi. Donc c'est le regard des hommes qui est problématique. D'ailleurs, il y a une scène qui pour moi illustre un peu ça. C'est la scène où les flics viennent chez Bill Pullman, je crois la seconde fois où ils reçoivent les cassettes et que les flics visitent la maison pour voir s'ils trouvent quelque chose et ils trouvent rien. Et à un moment donné, il y a un des flics qui demande est-ce que vous possédez un caméscope? Et là, Bill Pullman lui répond non. Je préfère garder en mémoire mes souvenirs, même si ça correspond pas à la réalité, je préfère l'idée que je m'en fais. Enfin, c'est un peu le souvenir que j'en ai. Je sais plus exactement comment il dit ça. En fait, ce que ça signifie pour moi, c'est qu'il préfère l'idée qui s'est fait de l'instant plutôt que de l'instant lui-même. Donc, dans ce moment-là, il dit qu'il choisit le fantasme plutôt que le réel. Et ce qui m'a marqué aussi dans sa réponse, c'est que l'allusion sexuelle, elle est claire, comme si pour lui, posséder un caméscope, ça ne pouvait uniquement servir à enregistrer des images pornographiques. Et là encore, ça renvoie après aux images pornographiques qu'on voit à la fin. Dans ce dialogue, en fait, les images, elles sont directement associées à la pornographie, ce qui nous renvoie encore au questionnement de la nature des images, mais aussi à notre position de spectateur, et notamment du coup voyeur. À travers ça, on questionne notre propre regard. Je pensais également à une autre scène, donc la scène pivot au milieu du film, la première métamorphose qui se met en marche là, quand Bill Pullman devient Pete, enfin juste avant qu'elle ait lieu, il se met à appeler le garde qui se ramène, qui regarde à l'intérieur de la cellule et puis qui retourne, qui le voit, qui va pas bien, il se tord de douleur, etc. Il retourne voir l'autre flic et il lui dit j'ai l'impression que ce mec qui a tué sa femme est complètement cinglé. Et l'autre lui répond lequel? Et les deux se marrent. Donc à travers cette scène, moi il relève clairement en fait un problème systémique chez les hommes qui est complètement actuel, enfin, dont on parle tout juste. Voilà. Donc là, c'est vraiment l'expression d'une problématique systémique chez les hommes à l'égard des femmes et de leur sexualité. Des hommes complètement troublés par la sexualité des femmes et qui veulent en prendre le contrôle. Et lorsqu'ils n'y arrivent pas, ils sombrent dans la violence. C'est trop bien que tu aies rappelé tous ces éléments et je suis d'accord que ça évoque cette thématique-là du regard masculin sur le corps féminin. Mais je trouve qu'en 2025, en fait, on peut plus revoir ces images de la même façon. Enfin, je sais pas comment elles étaient vues à l'époque de la sortie, mais on peut pas juste se dire c'est bon, il a coché la case, il nous a rendu réflexifs. Je pense qu'on a parlé de Brecht un peu tout à l'heure. En mode, voilà, vous avez conscience de regarder un film, donc maintenant c'est votre responsabilité morale. Il y a quand même des codes qu'il utilise qui sont un peu gratuits quoi, sur la représentation
Ne serait-ce que parce que elle est à poil tout le temps et pas le mec. Euh, Juste cette inégalité-là, en fait, ça crée quand même, je pense, un décalage avec le propos que tu décris très bien, et sûrement que c'est l'intention en partie. Et justement, moi, cette vanne des flics, là, des matons, je, je sais pas trop comment la recevoir, parce que je sais pas si c'est en mode on rit avec eux, ou on rit d'eux, qui pensent qu'ils sont plus malins. Enfin voilà, je pense que c'est pour ça que je dis que le film avait un peu vieilli. C'est pas pour dire que c'est mauvais, c'est pas pour dire que c'est pas bien, c'est pas pour dire qu'il faut pas le voir. Mais c'est juste que je trouve que tu peux pas ne pas regarder un film en faisant abstraction de ton époque. Et c'est pas du tout pour faire le procès d'un cinéaste ou d'une œuvre, hein, c'est juste pour raconter en fait ce qu'on ressent comme expérience de spectateur à l'instant où on regarde et pas figer comme ça l'œuvre ou l'intention de l'artiste comme étant c'est bon en fait ses intentions étaient nobles à l'époque donc le film est sauvé donc son œuvre est sauvée. En fait moi ce qui m'intéresse c'est plutôt de se dire qu'est-ce que ça nous fait et je pense que pour le coup toutes les interprétations sont valables, la mienne, la tienne, d'autres. Mais je pense que c'est important quand même de les nommer quand elles sont un peu genre là dans la pièce, quoi. Il y a une réplique qui m'a donné vraiment en fait envie de creuser cet aspect-là, c'est quand justement Patricia Arquette dans le désert après qu'ils soient arrivés en voiture devant cette maison qui n'arrête pas de s'enflammer puis de revenir à l'état réel, et ben elle lui dit tu ne m'auras jamais. Donc il y a vraiment comme ça une sorte de condamnation et de malédiction qui s'abat sur lui. Mais d'ailleurs, je pense qu'on peut dire que tout en essayant de montrer une sorte de psyché masculine un peu bizarre et même de, on va dire, essayer de montrer au spectateur les zones d'ombre de cette psyché-là, ben, le regard qu'il porte dessus reste un regard masculin. Et du coup, on peut se dire qu'à la fois il réussit à dénoncer et à la fois il s'en mêle peut-être un petit peu les pinceaux, parfois avec des images qui ont une portée qui a un autre sens aujourd'hui par rapport à l'époque. En fait, j'ai beaucoup pensé à The Substance pendant qu'il y avait ces scènes, en mode est-ce qu'on peut dénoncer un regard masculin, patriarcal, dénoncer le male gaze et dénoncer le porno gaze même, tout en épousant ces codes. Le parti pris, c'est de dire je vais tellement vous en mettre que vous êtes écœurés. Et là, c'était un peu, voilà, si je vous en mets, mais qu'en même temps je mets des éléments d'horreur ou de gêne, peut-être ça va s'interroger, vous dégoûter, quoi. Je crois qu'il est temps de conclure, non? Écoute, si je devais essayer de conclure, moi j'essaierais surtout de reformuler ce que j'ai appris en discutant avec toi. Et ce qui me reste de la discussion, c'est du coup tes remarques sur cette structure en deux parties. J'avais pas remarqué, j'avais juste remarqué le truc le plus évident qui saute à la figure, qui est l'alternance des personnages, mais je n'avais pas remarqué le changement de choix de réalisation qui est quand même un peu comme le nez au milieu de la figure. Donc déjà, merci pour ça. Ensuite, je retiens, on va dire, la boucle, le fait que on nous interroge avec une sorte de mystère au début qui est représenté à la fin. Et pour finir, je pense que grâce à notre discussion, je vois dans David Lynch, en tout cas dans ce film, mais je pense dans David Lynch en général, une sorte de tuto pour bien utiliser le méta au cinéma. Et ça, c'est toi qui en parles très bien. J'avais écrit un petit texte il y a longtemps, au moment de Once Upon in Hollywood de Quentin Tarantino, où j'avais titré Tarantino fait une overdose de méta. Et pendant longtemps, ça me faisait un peu souffrir de voir des films qui, sous prétexte d'interroger le spectateur, la place du regard, la caméra dans le film, etc. Tout ça, ça me saoulait. Et en fait, en t'écoutant, je trouve que David Lynch s'en sort très bien. Je trouve que c'est peut-être l'utilisation du méta la plus intéressante, le fait de dire au spectateur qu'est-ce que tu en penses toi par rapport aux éléments que je te donne. Donc ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez précieux.
Salut Thomas, désolé, j'ai mis un peu de temps à te répondre. Écoute, s'il fallait résumer quelque chose que j'ai retenu de nos discussions, j'ai beaucoup réfléchi à tout ce dont tu avais parlé sur Lynch et le cinéma classique hollywoodien, le fait qu'il se plaçait comme un continuateur. C'est vrai que j'avais parlé de plutôt anti-classique ou anticlassiste, je sais toujours pas comment le qualifier. De ton côté, tu parlais tu disais qu'il se positionnait davantage dans une filiation. En fait, finalement, je suis assez d'accord avec ce que tu as développé sur l'appareil Dolly et sur le fait qu'il représente un petit peu une continuation du cinéma classique dans une version un petit peu hallucinée. En fait, il y a 2 jours, j'ai revu Mulholland Drive et c'est vrai que tout ce que tu as dit là-dessus m'a sauté aux yeux un petit peu dans Mulholland Drive. Je me suis dit, non, mais c'est vrai, il a complètement raison. Déjà, j'ai réalisé à quel point on peut le voir dans une forme de diptyque avec Lost Highway ou peut-être même de triptyque avec, on pourrait inclure peut-être Blue Velvet. Mais il faudrait que je le revoie aussi. On retrouve pas mal d'éléments, enfin et de motifs déjà présents dans Lost Highway, notamment le motif du double, la structure du film en 2 parties, une partie rêvée, hallucinée, puis une partie plus proche du réel. Et puis bien sûr, il y a le motif de la boucle qui revient, le rapport au genre, avec toutes les fausses pistes que ça lance, notamment à travers le film noir, puisqu'on débute vraiment avec les codes du film noir, et comme souvent, ces codes en fait nous emmènent ailleurs. Il y a la fascination pour le cinéma hollywoodien et sa fabrication, puisqu'on est plongé dans l'envers du décor. On suit tout le long du film la production d'un autre film, hein, à travers le personnage de Justin Theroux qui joue un réalisateur, Naomi Watts, qui est une actrice fascinée par Hollywood et qui veut devenir une star, quoi. Donc, ouais, effectivement, tout ça, c'est très méta, mais dans le bon sens du terme. Bon, tout ça pour dire que j'ai trouvé très pertinent ce que tu avais développé sur Lynch et le cinéma classique. Je pense que anti-classique, c'est peut-être un peu fort, voire une impasse, en fait, de le penser comme ça. Et effectivement, en voyant Mulholland Drive, ça m'a vraiment sauté aux yeux. J'ai réalisé à quel point c'était plus limpide dans ce film. Mais c'est vrai qu'il y a vraiment une filiation avec le cinéma classique, voire une fascination. Et c'est vrai qu'on peut y voir une version un peu hallucinée du cinéma classique et voir peut-être une version cauchemardesque.